Tu nous fais un petit clap? Prise 1, Camille. Action. Camille, déjà, merci beaucoup de me recevoir dans les nouveaux locaux de Sensatera. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, et du coup moi je suis Camille, la cofondatrice de Sensatera. J'ai lancé Sensatera il y a maintenant bientôt 2 ans avec mes associés Denis, Clément et Maxence. Et avant ça, j'ai fait du sport de haut niveau et j'ai lancé ma première boîte en événementiel quand j'avais 21 ans. Du coup, Sensatera, c'est quoi? Alors Sensatera, tout simplement, c'est une plateforme digitale européenne où on référence que des produits d'artisans pour tous les consommateurs et tous les amoureux des boissons chaudes en France, en Allemagne et en Italie. Et c'est une idée qui t'est venue assez naturellement. T'as d'abord eu cette idée et tu t'es dit tiens, je pense qu'il y a un marché à prendre et je vais me lancer. Comment ça s'est passé? C'est une bonne question. Oui, il y a un marché à prendre, ça c'est sûr et certain. Par contre, ça vient depuis plusieurs années parce que comme je faisais du sport de haut niveau, c'est vrai que tu fais hyper attention à ton alimentation et à ce que tu bois. Et les boissons chaudes, t'en bois environ 3 à 4 par jour, c'est énorme. Et du coup, déjà à l'époque, on s'était dit on consomme des produits industriels, on ne sait pas la provenance, on ne sait pas la composition des produits. Et du coup, déjà à l'époque, je m'étais dit il faut qu'on fasse quelque chose pour changer un peu ses habitudes quotidiennes. Du coup, Sensatera, c'est quoi? Alors Sensatera, tout simplement, c'est une plateforme digitale européenne où on référence que des produits d'artisans pour tous les consommateurs et tous les amoureux des boissons chaudes en France, en Allemagne et en Italie. Et c'est une idée qui t'est venue assez naturellement. T'as d'abord eu cette idée et tu t'es dit tiens, je pense qu'il y a un marché à prendre et je vais me lancer. Comment ça s'est passé? C'est une bonne question. Oui, il y a un marché à prendre, ça c'est sûr et certain. Par contre, ça vient depuis plusieurs années parce que comme je faisais du sport de haut niveau, c'est vrai que tu fais hyper attention à ton alimentation et à ce que tu bois. Et les boissons chaudes, t'en bois environ 3 à 4 par jour, c'est énorme. Et du coup, déjà à l'époque, on s'était dit on consomme des produits industriels, on ne sait pas la provenance, on ne sait pas la composition des produits. Et du coup, déjà à l'époque, je m'étais dit il faut qu'on fasse quelque chose pour changer un peu ses habitudes quotidiennes. Et du coup, une fois que tu t'es dit ça, comment ça s'est passé? Alors, tu t'es dit, d'abord tu as étudié le marché et puis petit à petit tu t'es dit ok, là il y a vraiment quelque chose à faire et tu as travaillé en parallèle de ton ancienne entreprise. Comment ça s'est passé ce cheminement? Alors moi, ça a été un petit peu différent. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un investisseur qui s'appelle Denis Fayol, qui a lancé La Fourchette à l'époque et Mano Mano, donc qui est assez connu dans le milieu des startups en tout cas. Et du coup, il m'a accompagné dès le départ. On s'est rencontrés, on a vraiment eu un gros coup de cœur professionnel. On s'est dit on va lancer une boîte ensemble. Et très vite et naturellement, le secteur des boissons chaudes est sorti du coup. Et donc ensuite, en effet, on a fait des recherches sur le marché, voir s'il y avait un potentiel de croissance, s'il y avait un besoin consommateur et un besoin artisan, parce qu'on ne savait pas si les artisans avaient vraiment besoin de notre aide à ce moment-là. Et après plusieurs recherches et beaucoup de rencontres auprès d'artisans, j'ai questionné environ 50 artisans à l'époque, on s'est dit que oui, il y avait vraiment quelque chose à faire. Et donc j'ai recherché mes 2 associés opérationnels, Clément et Maxence, parce que je pense qu'on travaille mieux à plusieurs et qu'on a besoin de complémentarité. Et après les avoir trouvés, on a lancé Sensatera très rapidement. Et c'est pas un peu vertigineux de lancer, tu vois, un truc comme ça alors tu disais, on y reviendra après, que tu avais lancé déjà une entreprise événementielle un peu plus tôt, mais j'imagine que se lancer sur un marché qui est finalement pas du tout encore conquis aujourd'hui, c'est le premier sur le marché, avoir vraiment une aussi grande offre, d'ailleurs une offre tout court de plusieurs artisans de boissons chaudes. J'imagine qu'il y a un moment quand même où on se dit est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, quelle légitimité, comment ça s'est passé? C'est en découvrant du coup tes associés que tu t'es dit ok, là vraiment je sens qu'ensemble on peut faire quelque chose. Est-ce que c'est une démarche qui a été un peu plus personnelle où tu t'es dit finalement allons-y, je n'ai rien à perdre? Enfin, comment ça s'est passé? Je pense qu'il y a 2 sujets et tu as employé un mot qui est assez intéressant, c'est la légitimité. On se la pose souvent quand on est entrepreneur, quand on est jeune entrepreneur et qu'on a une femme entrepreneur, on se la pose d'autant plus. En effet, sur la partie déjà marché, il y avait quelque chose à faire. Après, c'est vrai que moi j'ai lancé ma boîte en plein Covid, donc beaucoup de gens m'ont dit à ce moment-là mais t'es folle de faire ça, t'as un super poste dans une super boîte. Et du coup, moi ça m'importait peu. J'avais appris beaucoup de choses de mon ancienne société qui était un grand groupe à ce moment-là. Mais j'avais vraiment envie de lancer ma boîte et j'avais pas peur du risque. En tout cas, la pandémie m'a pas arrêtée. Et du coup, ensuite, en termes de légitimité, je pense que déjà, il y a une chose qui était importante pour moi, c'est que je savais que je voulais lancer ma boîte avec des gens, que ce soit des femmes ou des hommes, peu importe, mais moi, j'aime pas spécialement travailler seule. Je pense qu'on va plus vite tout seul, mais on va beaucoup plus loin à plusieurs, et ça, c'est vrai. Et du coup, une fois que j'ai rencontré mes associés, je savais qu'on allait faire ça, et je savais que ça allait marcher. En tout cas, on y croyait tous les 4 dur comme fer. Par contre, oui, c'est vrai que quand on est une femme, on est moins encouragé à entreprendre. De plus en plus, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en France, notamment pour encourager l'entrepreneuriat au féminin.
Mais bien sûr, c'est plus difficile parce que tout simplement, on a moins d'exemples. Moi, au départ, je viens pas d'une famille entrepreneuriale, je viens pas d'un milieu entrepreneurial, j'ai pas d'exemple autour de moi dans mon cercle d'amis d'entrepreneurs. En tout cas, à l'époque, c'était pas le cas. Et du coup, oui, on n'est pas forcément encouragé à le faire. Ou en tout cas, ça paraît plus risqué, surtout quand on a une femme. Et tu parlais juste avant du fait que tu étais dans un grand groupe avant. Est-ce que c'était une nécessité pour toi de quitter cet univers-là et donc du coup c'était un peu, pas par défaut, mais en tout cas ça t'a poussé vers la sortie? Ou est-ce que ça n'avait rien à voir et finalement tu t'es juste dit à un moment donné, ok là je sens que c'est le bon moment, je pourrais continuer dans ce groupe encore des années, mais là je sens que c'est le moment où je peux faire autre chose? C'est une super bonne question. Je pense qu'il n'y a pas de moment. On n'est jamais prêt à faire quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, j'y crois dur comme fer. Mais du coup, c'est plutôt des moments d'opportunité. C'est vraiment savoir saisir les opportunités. Parfois, elles ne se présentent pas au bon moment. Moi, par exemple, j'avais un super poste dans la grande boîte dans laquelle j'étais, qui était Procter & Gamble. Ça faisait 2 ans que j'y étais et j'aurais pu continuer à faire une belle carrière. Mais j'ai eu cette rencontre avec Denis, j'ai eu l'opportunité de me lancer. C'était pas le bon moment en termes de carrière, c'était pas le bon moment en termes de pandémie. Mais c'était une opportunité et je pense qu'il faut savoir les saisir. En tout cas, j'ai toujours agi comme ça depuis que je suis très jeune. J'ai fait des projets très divers. J'ai passé un double diplôme avec l'armée de terre, qui n'était pas mon cursus initial, mais c'était la bonne opportunité. J'avais envie de découvrir ce que c'était, j'ai eu les capacités de le faire. Et donc, je pense qu'il faut surtout saisir les opportunités et savoir les écouter surtout à ce moment-là. Et tu parlais aussi du fait que c'est pas finalement ta première expérience dans l'entrepreneuriat, tu as aussi lancé autre chose. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus peut-être? Oui, avec plaisir. Du coup, j'ai lancé une société événementielle en fait, qui existait déjà, qui s'appelle Summerrocks. Et je l'ai fait en intrapreneuriat, donc c'est un petit peu différent parce que j'ai accompagné d'autres personnes. La société existait déjà. Et du coup, je l'ai exportée en Espagne, à Barcelone et à Salou. On a ouvert des filiales. Donc c'est une société d'événementiel où on crée des soirées autour de boîtes de nuit et de clubs à Barcelone et à Salou. Et du coup, à la fin, cette société que j'ai lancée du coup une partie en Espagne, j'avais plus de 60 personnes à charge, donc ça a été vite sur 2 ans et demi. Et j'ai appris énormément de choses, donc c'était un autre univers. Et du coup, c'était pas non plus les mêmes personnes que je recrutais, par exemple, le même style de management, le même style de marché non plus. Mais du coup, j'ai beaucoup appris et aujourd'hui, ça me sert énormément dans ce que je fais. Et là, j'imagine aussi que c'est assez vertigineux. Je reviens sur le sujet du fait que tu es une femme et que tu disais c'est un peu plus compliqué pour une femme, en tout cas on a moins d'exemples. Là aussi, j'imagine l'événementiel, pour en avoir fait un petit peu, c'est un univers qui est extrêmement stressant. Tu as toujours des problèmes, toujours des imprévus. En plus, là, tu parles de 60 personnes à charge. Enfin, on est quand même sur des grosses responsabilités à l'âge de 20 ans. C'est pareil, quand tu t'es lancée, est-ce que tu t'es dit un peu tête brûlée en disant ah, j'y vais, on verra ce qui se passe? Est-ce que ça a été un gros stress pour toi ou d'ailleurs quelconque autre sensation et tu t'es dit ok, ben, c'est un bon challenge de la dépasser? Comment ça s'est fait aussi honnêtement, ça n'a pas été un gros stress pour moi. Moi, c'est assez naturel de me lancer. Comme je t'ai dit, je pense qu'il faut se connaître aussi et savoir par quoi on est motivé dans la vie. Moi, c'est vraiment par le fait d'entreprendre, de créer des choses, de rencontrer des personnes et de rallier des personnes autour d'un projet. Et donc, ça a été un très beau projet. J'ai été ravie de me lancer. Ça n'a pas été un stress initialement pour moi. Par contre, bien sûr, on connaît du stress. Quand on est intrapreneur, entrepreneur, bien sûr qu'il y a du stress. Il y a du stress parce qu'on gère de l'humain, on gère des budgets et ensuite, derrière, on organise des choses. Donc, il faut que ça se passe bien. Il y a toujours des choses qui ne se passent pas bien. Je le sais, je pense complètement. Bien sûr. Et du coup, mais c'est ce que j'aime en fait finalement, c'est de répondre à un peu des situations de crise et d'avoir de l'adrénaline et de devoir trouver des solutions. Et c'est ce qui me fait vibrer dans le fond en fait. Ok. Et aujourd'hui, donc, tu manages aussi une équipe d'une vingtaine de personnes, c'est ça? Exactement. D'une vingtaine de personnes. Et comment ça s'est passé? Parce que donc, tu parlais de ta première expérience en intrapreneuriat, c'est un peu différent parce qu'effectivement la structure existe déjà. J'imagine qu'il n'y a pas le même stress que quand tu lèves des fonds, etc. Et du coup, j'imagine que c'est un peu différent quand c'est toi la patronne, quoi. Donc, comment tu as vécu l'arrivée de ces premiers collaborateurs? Est-ce que tout de suite tu t'es sentie à ta place? Ou même sans parler de place, mais en règle générale, comment tu as vécu ces premiers jours? Alors déjà, je pense qu'il y a un point important, c'est que le recrutement, ça s'apprend. Moi, je n'étais pas RH initialement. Du coup, c'est toujours dur de savoir si on choisit les bons profils. En tout cas, ça s'apprend au fur et à mesure, on va gagner d'expérience. Donc l'Espagne, justement, ma première société, en tout cas entrepreneuriale, m'a aidé à apprendre ce que c'est le recrutement. Et le recrutement de profils internationaux, parce que c'est pas la même chose de recruter des Français, des Allemands ou des Italiens. Bien sûr. Du coup, c'est ce qui m'a aidé chez Sensatera derrière.
Bien sûr que l'arrivée de collaborateurs, c'est un peu stressant. Deux, il faut savoir trouver sa position. Quand on a 21 ans, qu'on manage des personnes qui sont plus âgées, c'est pas facile. Et du coup, bien sûr, j'ai fait des erreurs et c'est comme ça que j'ai appris. Aujourd'hui, c'est vrai que par exemple, après 1 an de Sensatera, où vraiment ça fait 1 an qu'on a une équipe qui est arrivée, j'ai fait des erreurs, j'ai appris énormément et aujourd'hui, je me sens légitime et je me sens bien à ma place. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce que forcément, on fait face à de l'humain. Et l'humain, c'est pas une science exacte. Il faut savoir comprendre les personnalités de chacun, les émotions de chacun. Et il faut savoir y répondre aussi par rapport à ses propres émotions, à son propre stress. Et du coup, ça a été une sacrée expérience, un long chemin. Et je pense que les personnes qui diront que le management c'est facile, j'en entendrai très peu. En tout cas, c'est pas vrai, je pense. Mais c'est ce qu'il y a de plus beau finalement dans la boîte parce que c'est aussi très excitant de travailler avec des gens qui croient autant que vous dans le projet et qui ont envie de s'investir, en tout cas quand on les trouve. Et tu parles de gestion des émotions, tes propres émotions à toi finalement. Est-ce que toi tu es plutôt partisan du je cache mes émotions parce que je suis la chef et que finalement je veux pas que mes équipes puissent interpréter une émotion comme je sais pas si par exemple t'es un peu anxieuse parce que tu vois qu'on n'atteint pas le chiffre tel mois ou au contraire t'es en colère parce que là ton équipe a fait une erreur qui va te coûter peut-être un client, etc. Ou est-ce qu'au contraire tu es plutôt de ceux qui se disent montrer les émotions ça permet aussi de créer un lien qui est un peu différent de simplement le rapport un peu d'autorité chef et équipe quoi. Comment est-ce que tu gères ça? Je pense que je dirais les deux. J'ai tendance à, quand je suis heureuse, à le montrer. Je suis très communicative pour le coup et j'hésite pas à le dire et à le faire savoir. Et du coup, j'aime quand on partage les sentiments positifs et que tout le monde s'entend bien. Par contre, en effet, je pense qu'il ne faut pas non plus montrer trop les émotions négatives. Ça arrive qu'il y ait des périodes de stress et c'est là où je pense qu'un entrepreneur doit être résilient. J'ai appris ce mot, la résilience. C'est vrai qu'on en entendait beaucoup parler à l'époque. Et je me suis toujours dit, c'est quoi un peu ce mot bullshit, honnêtement, c'est ce que je pensais avant. Et en fait, maintenant que j'ai monté ma boîte, oui, un entrepreneur doit avoir une vraie forme de résilience et savoir un peu faire le dos rond quand il y a besoin. Il y a toujours des moments difficiles, il faut savoir s'adapter et rebondir. Et je pense que c'est le moment, et c'est là où on est un bon manager, c'est vraiment de savoir se dire, oui, c'est difficile, mais les équipes n'ont pas toujours besoin de le savoir et au contraire, j'ai besoin de moi venir ajouter de la joie, de la positivité et de l'entrain pour que mes équipes continuent dans la même direction et que justement on arrive à sortir de cette phase de difficulté sans que eux en souffrent, parce que juste communiquer sans stress, je pense que ça n'apporte rien du tout. Par contre, il ne faut pas non plus hésiter parfois à dire là on a besoin de vous, on va tous travailler ensemble et on va réussir à atteindre l'objectif. Par contre, dire c'est la merde, ça va pas du tout, ça sert à rien du tout. Et comment on fait pour gérer? Parce qu'il y a des moments où tu l'as dit, tu fonctionnes beaucoup à l'adrénaline et tu es passionné par ce que tu fais et c'est ce qui fait que ça marche. Quand on est passionné, il y a aussi des moments où on est pris par l'émotion, on est pris par la colère parce qu'il y a vraiment une erreur qui a été commise et c'est difficile de contrôler ça. Comment on fait quand on est dans des petits bureaux et qu'on est dans un open space où tout le monde voit tout le monde? Ouais. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment est-ce qu'on apprend à le canaliser? Est-ce que ça s'apprend? Comment on fait ça? Alors oui, ça s'apprend complètement et il vaut mieux l'apprendre parce que sinon c'est un style de management, c'est pas le mien en tout cas, je pense. Quand je dis quand c'est positif, le communiquer, je trouve ça positif pour le coup, donc moi j'hésite pas à le faire. Par contre, quand ça peut être de la frustration ou un petit peu de colère, parce que forcément les gens peuvent faire des erreurs, on en fait aussi, donc ça peut être de la frustration envers soi-même aussi. Je pense que c'est important, pas forcément de le garder pour soi parce qu'il faut savoir l'extérioriser, c'est ce à quoi le sport me sert, mais c'est là aussi où je pense qu'avoir des associés c'est important parce que du coup, vraiment je compte sur eux pour discuter avec eux, comprendre ce que moi j'ai ressenti, même si c'est pas du tout lié à eux, mais juste en discuter ça fait du bien, ça fait sortir ce sentiment-là et ça permet de trouver des solutions, parfois même différentes parce que comme on est très différents dans mes associés, ils vont avoir un regard différent, apporter quelque chose de nouveau et qui va permettre parfois de résoudre la situation super bien. Est-ce que tu penses que la place des émotions elle est différente pour chacun ou est-ce qu'au contraire c'est un vrai vecteur de communication pour vous? Alors nous, dans l'équipe d'associés, je pense qu'on arrive très bien à se les communiquer, à discuter des choses, que ce soit lié à nous, entre nous ou avec les équipes ou sur un sujet stratégique. J'ai de la chance de pouvoir communiquer là-dessus avec mes associés, c'est vraiment important pour moi. C'était tellement important pour moi que finalement, quand j'ai recruté entre guillemets mes associés,
J'ai fait passer des tests de personnalité que je fais toujours pour des postes de manager ou des postes de CDI. Ça permet de comprendre comment fonctionne l'autre. Donc ça, c'est vraiment une grande aide. Mais je pense que non, exprimer ses émotions, en tout cas ses ressentis, c'est important pour ne pas les garder et pour ne pas créer de frustration ou faire grandir une frustration qui serait en fait illégitime. Donc non, on se parle des choses, toujours de la bonne manière. Il faut mettre les formes, on ne peut pas balancer son sac d'un coup en harcelant quelqu'un. Par contre, quand exprimer les choses, c'est important. Oui. Même avec les collaborateurs, en fait, finalement, avec mes équipes, s'il y a quelque chose qui a pu me marquer ou me heurter ou inversement, je pense que la discussion est la bienvenue dans l'équipe. Et du coup, donc c'est quoi le test dont tu parles? C'est j'imagine le MBTI ou Access First ou ce genre de choses. Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est est-ce que finalement ils étaient eux aussi réceptifs et curieux de lire un peu ça? Est-ce que ça les a poussés à développer un peu leur intelligence émotionnelle, si on peut dire ça comme ça? Ou est-ce que tu sens que l'intérêt il est très différent selon les personnes à qui tu l'as fait passer? Je pense que l'intérêt est différent en fonction des profils. Mais par contre, du coup, ça montre aussi une des valeurs que je recherche grandement dans les personnes que je recrute, c'est la curiosité. Je pense que des personnes curieuses, ouvertes d'esprit, vont vouloir apprendre plus de choses et du coup vont beaucoup plus contribuer à la croissance de l'entreprise parce que vont vouloir aller chercher des éléments à droite à gauche et apporter des idées nouvelles et des idées brillantes honnêtement parfois. Du coup, souvent les personnes qui avaient envie de passer ce test, qui étaient vraiment à fond dedans, qui envoyaient les réponses et qui cherchaient à en discuter avec moi, montraient finalement des traits que je recherchais derrière, de curiosité, de challenge, d'envie d'apprendre. Et en fait, derrière, ça se passe très très bien en fait dans l'entreprise. C'est assez marrant parce que finalement, dans toutes les réponses que tu me donnes depuis tout à l'heure, je trouve qu'il y a quelque chose qui est assez prégnant chez toi, c'est que j'ai l'impression que quand tu recherches un profil, tu ne recherches pas nécessairement quelqu'un qui a des connaissances factuelles, typiquement sur le milieu des boissons chaudes, etc. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est super important pour toi, c'est l'intelligence émotionnelle. Parce que à plusieurs reprises, tu as parlé de bienveillance, du fait que c'est important pour toi que vous partagez les mêmes valeurs, que vous vous compreniez, qu'il y ait une écoute, une entente, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose, tu penses que tu as développé avec le temps parce que tu t'es rendu compte que sans cette intelligence émotionnelle, ça ne pouvait pas fonctionner? Ou est-ce que tu penses que naturellement, c'est quelque chose que de toute façon, tu recherches depuis toujours? Alors non, je pense que je ne le recherche pas depuis toujours. Je l'ai compris au fur et à mesure et du coup, de plus en plus, j'y fais attention, ça c'est évident. Il y a des qualités aussi. Moi, je suis commerciale aussi de base. J'aime vendre et je pense que pour bien vendre, il faut savoir bien écouter. C'est pas donné à tout le monde de bien écouter. Et du coup, il y a peut-être des qualités que je vais aller chercher, même si c'est pas pour des postes de commerciaux, je vais aller chercher ces qualités d'écoute, de bienveillance et de challenge aussi, parce que comme je l'ai dit, je suis exigeante. Et du coup, c'est important pour moi que la personne soit curieuse et a envie d'aller de l'avant et de se donner autant qu'on peut se donner. Du coup, non, je vais vraiment faire attention à ces points, mais par contre, c'est pas venu depuis le départ, l'intelligence émotionnelle. Déjà, ça se cultive personnellement, et du coup, on comprend que c'est important. Et du coup, on va aller chercher des personnes qui ont cette intelligence émotionnelle et qui rejoignent les valeurs de l'entreprise de Sensatera. C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu es commercial et que du coup, ça passe par une bonne écoute. Parce que je pense qu'il y a difficilement un métier où on est plus finalement confronté aux émotions de notre interlocuteur. Parce que tu es confronté à des clients qui sont mécontents parce que telle situation s'est mal passée et que ça ne leur convient pas. Tu es confronté à des gens qui parfois ont peut-être peur de ce que tu leur proposes parce que peur de se faire arnaquer, peur de plein de choses. Comment est-ce qu'on est formé à ça? Est-ce qu'on n'est en fait pas formé et on apprend sur le tas? Ou est-ce que toi tu arrives à mettre des clés ou tu as des conseils à mettre en place? Comment est-ce que tu l'apprends ça? Je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent. La première chose que je dis quand les personnes arrivent chez Sensatera et qu'on les forme en fait au métier de commercial, on leur dit on ne naît pas vendeur, on le devient. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir le long de ma carrière. Au départ, je pensais vraiment qu'il y avait des personnalités faites pour être commercial. Et en fait, je pense que non, j'ai eu des commerciaux très différents les uns des autres, plus ou moins timides, plus ou moins sociables, plus ou moins à l'écoute aussi. Et finalement, en fait, je pense qu'il y a vraiment une grande partie qui s'apprend à partir du moment où on a envie. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que je vais quand même chercher des profils qui ont cette capacité d'écoute, qui ont en fait cette forme d'intelligence émotionnelle, parce que savoir écouter, savoir comprendre les besoins d'interlocuteurs, être aussi empathique, parce qu'il y a des fois, tout simplement, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon produit, c'est pas la bonne manière de faire. Il faut savoir juste écouter et poser des questions et du coup s'adapter derrière.
pour que ça se passe bien et ne pas heurter la personne qui est en face de vous. Et comment on fait pour gérer ce stress? Parce que de la même manière, j'imagine que ton premier rendez-vous investisseur, typiquement, c'est une pression de je vais vendre mon projet. Même si on a travaillé à plusieurs, ça reste quelque chose de très intime. On a beau y croire profondément, c'est quand même assez difficile d'arriver devant quelqu'un et de lui vendre son projet et de potentiellement recevoir en face je ne suis pas intéressée ou je ne crois pas à ton projet. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? J'imagine qu'il y a aussi un peu physiquement, quoi, et comment aussi mentalement on se dit là je suis prêt à passer cette porte et je suis tellement prêt qu'on ne pourra pas m'opposer la motivation et le fait que mon projet est viable. C'est intéressant comme question parce que c'est vrai que quand on part en levée de fonds, on va se prendre des grosses portes, on va avoir des noms et les gens vont vous juger, votre équipe et ensuite votre projet. Donc je pense que le premier point, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir d'ego. Si on rencontre les bons investisseurs, nous c'est vrai qu'on a vraiment contacté beaucoup d'investisseurs, mais on a eu de la chance de faire face à des investisseurs bienveillants, donc finalement qui disent oui ou qui disent non à la fin. On a beaucoup appris. Ils sont là pour normalement nous faire grandir, nous donner des conseils, et après c'est à nous de les adapter par rapport à notre projet. Mais par contre c'est sûr que quand on part en levée de fonds, il faut croire en son projet, il faut y aller à fond, et il faut s'adapter en fonction des retours. Nous, la levée de fonds s'est très bien passée, on a réussi à la closer en 1 mois, donc on était vraiment très heureux. Surtout en pleine période de crise, pendant le Covid, on s'est dit est-ce qu'il y a de l'argent à aller chercher? Est-ce que les gens ont envie d'investir dans des startups qui viennent d'être créées? Et nous, c'était le cas, on est vraiment parti lever des fonds sur des slides, on n'avait pas de produits, on avait l'équipe, grosso modo, et donc les investisseurs qui ont investi pour nous, et donc ça crée quelque chose de très solide aussi pour la suite. Et au quotidien, aujourd'hui, ce stress, comment tu le gères? Alors, je sais que tu fais pas mal de sport, j'imagine que c'est une façon d'extérioriser. Comment est-ce qu'on fait pour gérer sa vie d'entrepreneur, mais aussi trouver l'équilibre entre il y a le temps pour soi, il y a le temps pour les autres, il y a le temps pour travailler moi sur mon sujet, le temps pour aider mes collaborateurs à avancer sur leurs projets à eux. Comment est-ce que tu as trouvé finalement, parce que je pense savoir que tu l'as trouvé aujourd'hui, comment est-ce que tu l'as construit? Est-ce que ça a été compliqué au début? Tu as tâtonné? Est-ce que très vite tu t'es dit ok, le sport là en l'occurrence c'est mon moyen? Comment tu as mis ça en place? Quand on est entrepreneur, il faut vraiment savoir s'arrêter. Moi, c'est le premier conseil que je donne. Je sais que quand on est entrepreneur, on a envie de travailler tout le temps. C'est notre bébé, c'est notre projet. Et on est passionné. Enfin, moi, je suis passionnée et on y pense souvent, on y pense même tout le temps, j'ai envie de dire. Et du coup, il faut vraiment savoir s'arrêter et se donner des moments pour soi. Et c'est là où vraiment la recherche de mes associés a été clé, parce que j'ai cherché des associés qui avaient des complémentarités en termes de skills, de compétences, de travail. Mais par contre, on est vraiment alignés sur les valeurs. Et pour nous, l'équilibre vie pro, vie perso est important. En tout cas, on essaie de le faire au mieux. Et du coup, pour ma part, en tout cas, la gestion du stress, elle passe par savoir s'arrêter, profiter de ses amis. J'ai la chance d'être hyper bien entourée et des personnes qui m'accompagnent, avec qui je peux parler, mais avec qui je peux me changer les esprits aussi, les idées. Je fais énormément de sport, du coup, comme je faisais du sport de haut niveau avant, j'ai besoin de ça, j'en fais 3-4 fois par semaine. Et après, on découvre des nouvelles choses, il suffit de faire un peu de yoga, on a plein de choses comme ça, de la cohérence cardiaque. Mais c'est important pour gérer son stress et ensuite pour bien gérer ses équipes derrière. Mais c'est assez marrant parce que finalement, quand tu me parles, que ce soit de ta vie professionnelle mais aussi personnelle, du sport de haut niveau, il y a quand même un facteur commun à tout ça, c'est l'adrénaline. J'ai l'impression que tu fonctionnes énormément à l'adrénaline. Et j'imagine que c'est compliqué dans une entreprise comme la tienne parce qu'il y a des moments où ça va très très vite et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'imagine par exemple des dates clés pour le lancement de ton site, le moment où ton site s'est lancé, j'imagine qu'en termes d'adrénaline c'était quelque chose d'exceptionnel. Des étapes clés parce que tu signes un gros client ou que tu dépasses pour la première fois ton chiffre d'affaires, etc. Comment on fait quand on fonctionne à l'adrénaline pour rester motivé tout le temps? Parce qu'il ne peut pas y avoir des pics d'adrénaline non-stop, tu vois. Et du coup, où est-ce que tu trouves cette motivation le reste du temps pour continuer à être constante et efficace tout le temps finalement? Comme tu dis, je pense qu'on ne peut pas vivre sous adrénaline non-stop, même si quand on est entrepreneur, on s'en rapproche beaucoup, faut se le dire. En effet, je pense qu'il y a beaucoup de passion dans ce qu'on fait, du coup beaucoup d'adrénaline et de moments de rush aussi où il faut vraiment s'adapter, on est obligé de travailler plus, de donner plus à des moments. Mais par contre, les moments où on n'est pas obligé de le faire, même si on a envie, parce que c'est notre bébé, il faut savoir s'arrêter. Et du coup, il y a 2 choses importantes, c'est d'avoir
les personnes qui nous entourent, en fait les associés déjà, moi j'ai des associés très bienveillants et quand quelqu'un a besoin de s'arrêter, on le laisse faire et les autres prennent le relais. Donc ça c'est très important et on a fonctionné comme ça, on continue à fonctionner comme ça, c'est vital pour nous. Et à l'inverse, par contre aussi, il y a une autre chose, c'est pas l'inverse d'ailleurs, c'est vraiment c'est partie de l'équipe, c'est trouver les bons collaborateurs. Aujourd'hui, on commence à construire une équipe qui est très solide. Les personnes sont autant investies que vous quasiment. Et du coup, ce qui fait que ça vous permet aussi de prendre du recul, de traiter d'autres sujets, de savoir s'arrêter un petit peu aussi, parce qu'on sait que finalement, la boîte, elle ne va pas s'écrouler si vous n'êtes pas là une journée ou une heure, parce que derrière, il y a une équipe qui est solide. Et est-ce que tu peux me parler du moment où le site a été en ligne? Parce que j'imagine qu'il y a vraiment l'avant, c'est mon projet, même s'il y a plein de gens qui y croient, et ça reste un truc dans mon PC et dans mon imaginaire, etc. Et tout d'un coup, ça prend vie. Et en plus, là, on parle d'une plateforme de e-commerce, donc tout le monde peut y accéder en un clic. Tout le monde a des critiques à faire, j'imagine aussi, parce que site internet, on en consomme tous les jours, donc on a la critique et la remarque facile. Est-ce que tu peux me parler de ce moment qui, j'imagine, a dû être super intense pour toi? Comment tu l'as vécu? Et est-ce que tu as vraiment ressenti un avant, un après, ou finalement pas tant que ça, parce qu'une fois que tu étais lancée, de toute façon... Alors un avant, un après, il y en a forcément, parce que du coup, on peut commencer à générer du chiffre d'affaires et il faut y aller. Donc oui, il y a un avant, après. Par contre, en effet, c'était un moment clé, parce que je me rappelle, avec toute l'équipe, on s'est réunis dans une salle, on a vraiment mis un compte à rebours, on a lancé le site, et du coup, c'est nous qui avons passé la première commande. Donc ça a été un très beau moment où on a tous partagé la joie de voir le produit en réalité, et toutes les équipes avaient tellement contribué à ça que finalement tout le monde voyait son travail aboutir. Donc c'était un très bon moment. Derrière, on s'assure qu'il n'y ait pas de bug, que ça marche. Par contre, derrière, en effet, ce qui est marrant et en tout cas qu'il faut savoir gérer, c'est que tout le monde a envie de faire des retours sur votre produit. Et il faut savoir que quand on lance un site, il faut y aller. Il faut le lancer, on ne peut pas avoir un produit parfait. Et ce n'était pas notre cas d'ailleurs, on a lancé une V0, on appelle ça une version 0 tout simplement. Et il faut la tester, il faut que les gens commencent à acheter, il faut qu'on ait des retours clients, il faut que les gens nous fassent des retours plus ou moins positifs. Et ensuite, on va s'adapter. Ça nous permet d'adapter la stratégie derrière. Et du coup, bien sûr qu'on avait des retours, il manque ça, il manque ci, il manque ça, ce qui est normal parce qu'en fait on ne voulait pas lancer le site en ayant 100% de la capacité, on voulait vraiment le lancer à un moment donné et maintenant justement au fur et à mesure des mois on est en train de l'affiner. Et est-ce que tu étais de nature patiente déjà depuis toujours, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu as appris aussi au fur et à mesure de comprendre qu'on ne peut pas tout avoir d'un coup et que c'est étape par étape? Et j'imagine qu'il y a un côté aussi très frustrant de se dire, quand tu as une dizaine de retours sur un sujet en particulier et que tu sais que ce sujet en particulier est en cours de traitement, ça doit t'apprendre aussi des choses sur la patience. Est-ce que toi c'est quelque chose qui est vraiment compliqué pour toi, ou finalement c'est venu assez naturellement parce que peut-être en travaillant sur ton projet déjà en amont, tu as dû apprendre des choses autour de ça et de étape par étape et tout va bien se passer quoi. C'est marrant parce que je suis pas de nature patiente, mais je suis devenue, tu vois, je me suis jamais posé la question, c'est la première fois maintenant qu'on en parle que je me la pose. Je pense qu'on est obligé parce que lancer une boîte c'est un marathon, c'est pas un sprint, ou c'est un marathon sprinté parce qu'on a tendance à quand même courir vite, mais du coup il faut le faire sur la distance et en fait il y a un moment où on se dit oui j'ai pas ça, mais je peux pas l'avoir demain parce que moi j'ai pas la capacité de le faire à un moment, sinon je dors plus, je mange plus, et deux parce que mon équipe ne peut pas le faire. Mais par contre, je sais que je vais le faire, je vais faire un plan d'action et je vais définir la stratégie à venir. Et du coup, ça rassure de se dire, j'ai les retours, je les ai travaillés, je les ai mis dans un plan d'action et ça va bien se passer. Mais oui, on ne peut pas tout faire dans la seconde et ça, en fait, c'est obligé de l'accepter, sinon on se rend malade, tout simplement. Si tout était à refaire, déjà, toute première question, est-ce que aujourd'hui, en sachant toutes les étapes par lesquelles tu es passée, est-ce que tu le referais? Oui, je le referai et bizarrement, je changerai rien, même s'il y a des étapes très difficiles. Il faut se le dire, être entrepreneur, c'est pas toujours facile, même si c'est une énorme source de bonheur. Et je changerai ça pour rien au monde, je serai toujours entrepreneur. Alors oui, je le referai, mais lancer une boîte, c'est fatigant. Donc je pense que si demain j'arrêtais Sensatera, je me laisserai un petit peu de temps avant d'en remonter une. Mais c'est sûr que j'en remonterai une, ouais. Avec tout ce que j'ai acquis comme compétences et comme connaissances, je voudrais les mettre à profit. Si tu pouvais parler à la Camille d'il y a 2 ans, en sachant du coup tout ce qu'elle a traversé, etc., qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Fais-toi confiance et écoute-toi. Je pense qu'on ne nous donne pas assez. En fait, par exemple, il y a un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est je sors d'une école de management
J'ai jamais appris à manager. Et du coup, je me suis dit, c'est ce qui nous manque. Je pense dans les formations en école, on nous donne des formations, on fait des formations d'entrepreneurs avec différents sujets, mais je pense qu'on n'aborde pas assez le thème du management, qui est le sujet quand même le plus au cœur d'une entreprise, en tout cas d'une start-up qui veut grandir. Et je me dirais vraiment, écoute-toi et fais-toi confiance, parce que c'est ce qui m'a manqué à un moment. Comme on n'a pas la clé, on gère de l'humain, c'est pas toujours facile. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps à écouter mon intuition. Surtout que je pense que quand on est une femme, on ne l'apprend pas forcément, en tout cas on ne valorise pas ce point. Et oui, il faut savoir s'écouter, et il y a des choses, même si elles ne sont pas fondées, et ben on le sait. Au fond de soi, on sait que ça marchera, que ça va cartonner, on sait que ça marchera moins, et du coup il ne faut pas y aller. Et quand on est une femme, est-ce que tu as ressenti vraiment des choses au quotidien, parce que tu parlais du fait qu'on a moins de modèles, et ça c'est un fait, on nous en parle moins, et je pense qu'il y a aussi... il y a des études qui le prouvent, qu'à compétences égales, on a tendance à beaucoup plus se dévaloriser qu'un homme et donc à beaucoup moins foncer, alors que finalement on a les mêmes compétences et les mêmes connaissances. Mais une fois que tu es dedans, est-ce que encore aujourd'hui tu sens qu'il y a des choses qui sont différentes parce que tu es une femme, positive ou négative d'ailleurs? On peut se dire que ça a été aussi une force, peut-être pour tes investisseurs, positive ou négative. Mais est-ce que maintenant tu es dedans, tu continues de penser qu'être une femme dans le milieu de l'entrepreneuriat, ça a quand même des singularités? Alors oui, ça en a, c'est sûr et certain. Déjà parce que moi, en plus, dans une start-up qui est dans la tech, on est environ 11% de femmes entrepreneurs. Donc il y a beaucoup moins de femmes. Mais comme tu dis, je pense que ça m'a aidée dans certains moments. Par exemple, tu parlais des investisseurs. Alors je ne pense pas que les investisseurs vont dire non, tu es une femme, je n'investirai pas sur toi. C'est peut-être possible, en tout cas, j'ai pas eu le cas. Mais à l'inverse, des investisseurs qui répondaient plus parce qu'il y a moins de possibilités pour eux d'investir sur une start-up qui est dirigée par une femme, et du coup ils prennent peut-être plus le temps. En tout cas, moi, mes investisseurs n'ont pas fait la différence, et je pense même que ça a aidé dans le fond. À partir du moment où ils font confiance et qu'en plus vous êtes une femme entrepreneur, ça fait le petit plus. Je pense que les femmes ont certaines qualités dont elles peuvent se servir davantage, ou en tout cas mettre à profit. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas avec mes talents féminins dans l'entreprise. Pour être une femme, oui, ça peut avoir des singularités, notamment sur un poste de dirigeant. Je pense qu'il y a de plus en plus d'exemples de femmes dirigeantes, et ça, c'est très bien. Surtout en France, on essaie de les mettre en avant, que ce soit par différentes associations, ou même la BPI, la Banque publique d'investissement, qui met en avant des femmes. Mais c'est vrai que les gens restent moins habitués à être managés par des femmes, ou en tout cas à avoir des femmes dirigeantes. Il faut trouver sa place en tant que femme dirigeante, c'est important. Mais par contre, je le vois bien, je vois qu'il y a un effet générationnel assez important. Les nouvelles générations font beaucoup moins la différence entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est très agréable à voir. Et du coup, on va vers du positif sur ce sujet, il n'y a aucun doute. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, dans ton management aussi, tu sens que parce que tu es une femme, tu as mis plus de temps à trouver ta place, non pas forcément parce qu'on ne te l'a pas donnée, mais parce que toi, tu t'es pas sentie et tu t'es dit peut-être... Il y a aussi des études qui prouvent que quand une femme est en colère, on la traite tout de suite d'hystérique, alors que quand un homme est en colère, pas du tout. Enfin, il y a des choses un peu lunaires comme ça, mais qui malheureusement restent très ancrées finalement dans notre façon de voir les choses. Est-ce que toi, tu penses aussi que ça a été à un moment donné un combat intérieur pour toi de te dire ce n'est pas parce que je suis une femme que je n'ai pas le droit de faire certaines choses? Honnêtement, complètement. Parce que déjà, je pense que je sais pas si c'est une question d'homme et femme, mais en tout cas, moi, j'ai tendance à me remettre en question. Parce que je pense que c'est important de douter. Il faut toujours douter de soi pour avancer vers le mieux et se développer personnellement. Et en tout cas, acquérir de nouvelles compétences et capacités. Du coup, il y a un point que tu as mentionné qui est important. Je pense que oui, en effet, il faut s'accepter. Par exemple, c'est vrai qu'on a tendance à plus en vouloir à une femme si elle devient autoritaire ou exigeante par rapport à un homme. Certains propos dits par un homme ou certains propos dits par une femme vont pas du tout être reçus de la même manière encore aujourd'hui. Ça, tu l'as expérimenté par exemple? Complètement, oui, complètement. Mais par contre, ce qui est important derrière ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en pratique, c'est qu'il faut juste s'accepter. On est comme on est, on a ses personnalités, on a sa manière de manager, on a ses valeurs aussi qui sont importantes de défendre. Et du coup, moi par exemple, typiquement, je suis quelqu'un d'exigeante. Ça, j'ai découvert de plus en plus en tant qu'entrepreneur, plus qu'en tant que salarié. Et à partir du moment où on l'accepte et qu'on le fait comprendre à ses équipes, même dès les recrutements, en fait, on le dit dès le départ, comme ça les personnes qui vous rejoignent, elles connaissent vos valeurs, elles connaissent aussi vos principes et elles vous rejoignent pour un objectif.
Et du coup, depuis que je me suis acceptée en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, je trouve que mes équipes ont complètement rallié le projet et du coup, mes équipes se sont complètement consolidées. Et je me sens bien plus heureuse, il faut juste le dire, parce que du coup, je travaille avec des bonnes personnes et ça me rend fière. Et du coup, toi, tu as constaté parfois que pour une même attitude, c'était pas perçu de la même manière chez un homme et chez une femme. Comment est-ce que tu as fait face à ça? Est-ce que du coup, tu as adapté ton comportement? Par exemple, on parlait de la colère qui est souvent perçue comme de l'hystérie très vite chez une femme. Est-ce que du coup, tu as essayé de tempérer cette émotion-là et tu l'as remplacée par une autre? Est-ce que finalement, tu t'es dit, au pire, on dira que je suis hystérique et c'est pas mon problème? Enfin, comment est-ce que tu as géré ça? Et d'ailleurs, est-ce que tu l'as géré tout court? D'être une femme ou un homme, oui, ça passe différemment auprès des collaborateurs. Et je pense que finalement, l'important, c'est juste de s'accepter. J'ai une personnalité différente de mes associés, j'ai une manière de faire qui est différente, et en plus, je suis une femme. Donc, il faut juste s'accepter, se dire, voilà, c'est ma manière de faire, ma manière de manager. Le dire aussi dès le départ, pourquoi pas, à ses collaborateurs. Et finalement, est-ce que ça crée une différence, tu vois, avec mes associés Maxence et Clément? Je pense qu'on est assez alignés sur le management. Est-ce que c'est perçu de la même manière? Je ne sais pas. Par contre, je sais que certaines personnes apprécient beaucoup avoir une femme manager qui a trouvé sa posture. En tout cas, moi, c'est un retour qu'on t'a fait. C'est un retour qu'on m'a fait et j'ai eu des retours vraiment très positifs qui m'ont permis de me construire. Quand on est une femme, je pense qu'il faut qu'on trouve sa posture de chef d'entreprise. Comme on disait, on a moins d'exemples de femmes entrepreneurs, de femmes managers, même s'il y en a plus. Du coup, c'est pas inné, je pense, ça s'apprend. Du coup, j'ai cherché ma posture tout en voulant rester moi-même, Camille, avec ses forces et ses faiblesses, et les assumer, c'est important. Et du coup, quand on la trouve, je pense que c'est encore plus impactant. Après, c'est important, je pense, de resituer quand même. J'imagine que tu as eu beaucoup de discussions avec tes associés. J'imagine que c'est pas non plus simple pour un homme de trouver sa place, et c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, c'est important de le préciser, mais effectivement, le débat se situe peut-être pas tout à fait au même endroit. Exactement. Non, c'est vrai, surtout qu'on est 3 associés assez jeunes. On a Clément à 30 ans, mon CTO. Mon associé Maxence, lui, il est même plus jeune que moi, il a 26 ans et j'en ai 28. Donc il y a forcément de la jeunesse qui en prend compte et on a un long chemin à parcourir et on aura tout le temps de gagner encore plus en expérience. Donc non, c'est pas plus facile pour un homme que pour une femme. Par contre, je pense que pour un homme, il a plus de modèles masculins en termes de management et en termes d'entrepreneuriat. Ça, c'est évident. Et du coup, dans tes équipes, tu as une mixité ou une parité relativement équitable, j'imagine? Complètement. Je pense même qu'on a un petit peu plus de femmes en ce moment. Mais c'est vrai qu'après, on attire. Ce qui est marrant, c'est que dans l'industrie des boissons chaudes, on attire autant les hommes que les femmes. Alors qu'il faut savoir que dans l'industrie des boissons chaudes aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Oui, c'est une question que j'allais te poser parce que du côté des artisans, en tout cas moi j'ai l'image d'un milieu très masculin. Alors maintenant c'est un milieu masculin. La partie thé et tisane peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Par contre le café et le chocolat, honnêtement je pense qu'au total je dois avoir 2 femmes pour 50 hommes. Ah oui. Donc ça reste largement tiré par les hommes. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit des femmes, justement des femmes artisans qui apparaissent. Et du coup, j'ai tendance à bien sûr vouloir les mettre en avant davantage parce qu'elles font des travaux exceptionnels comme les hommes. Mais du coup, je suis fière aussi qu'il y ait des femmes artisans sur ce segment qui est porté par des hommes. Et du coup, et peut-être aussi le fait qu'il y ait une femme entrepreneur à la tête de Sensatera, ça amène aussi des talents féminins. C'est vrai que je pense que dans mon équipe actuellement on a plus de femmes et parce qu'elles arrivent aussi à se projeter peut-être plus en moi, de se dire voilà, l'entreprise est dirigée par un trio mixte, mais il y a une femme et du coup j'arrive à me dire tiens peut-être que je peux faire partie de cette équipe, que je peux évoluer manager parce que de toute façon ma manager c'est une femme. Donc oui ça je pense, je suis même certaine que ça aide complètement l'entreprise pour ça. Et toi qui connais le secteur, alors on s'éloigne un peu du sujet mais c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Pourquoi est-ce que c'est un milieu masculin finalement? Est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que c'est un peu comme les métiers d'ingénieur où très tôt c'est ancré dans la tête des jeunes femmes et Dieu sait combien à tort que c'est un milieu masculin? Ou est-ce qu'il y a une raison peut-être plus historique? Enfin je sais pas, est-ce que tu sais un peu expliquer ça? Est-ce que c'est comme les métiers d'ingénieur? Je sais pas, je pense pas. Honnêtement, je pense que c'est plus historique.
forcément, les artisans travaillent avec les pays producteurs et il faut pouvoir voyager tout simplement au départ. Donc il fallait pouvoir travailler, il fallait pouvoir voyager très loin, mettre aussi les mains dans le cambouis parce que les matières premières, il faut les faire pousser. C'est pas facile, parfois c'est en altitude, dans des pays assez reclus ou dans des zones à risque aussi. On travaille beaucoup avec la Colombie, avec des villes justement où, par exemple, j'ai une ville en Colombie où maintenant c'est que des femmes qui sont productrices et ces femmes qui travaillent le café sortent des réseaux de drogue grâce à ça et ils vont justement avoir un salaire, devenir indépendantes, etc. Donc on voit vraiment des associations, des collectivités qui se créent pour aider les gens en général et pour aider les femmes. Mais je pense qu'initialement et historiquement, c'était forcément un travail manuel, deux, un travail compliqué et c'était juste fait par les hommes. Mais aujourd'hui, ça s'ouvre de plus en plus et j'en vois de tous les continents, je vois des femmes évoluer, créer des produits dans le chocolat, dans le café et c'est beau à voir parce que du coup, elles sont passionnées et elles ajoutent quelque chose, une dimension différente au secteur, je trouve. Est-ce qu'il y a une clé, quelque chose que tu as mis en place au fur et à mesure et où tu as vraiment senti un avant, un après alors je sais pas, tu parles de cohérence cardiaque, de yoga, plein de choses, mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose où tu t'es dit, ok, là, ça, je sens que c'est un peu game changer pour moi et je me sens beaucoup mieux depuis que je le fais ou depuis que je l'ai mis en place? Ça peut aussi être un rituel, je sais pas, avec tes équipes. Est-ce que tu identifies comme ça quelque chose qui vraiment t'a fait basculer vers beaucoup plus d'épanouissement et de sérénité, quoi? Et bien bizarrement, c'est pas la cohérence cardiaque ou du yoga, ça j'en faisais déjà avant, et je pense que c'est important, mais c'est pas obligatoire pour être entrepreneur, c'est chacun comme il est. Je pense que c'est plutôt de faire des erreurs qui m'a permis d'apprendre, tout simplement. J'ai commis des erreurs de recrutement, j'ai fait des erreurs moi-même en tant que manager. Reconnaître ses erreurs et apprendre de ses erreurs, c'est important, même si parfois c'est douloureux. Pour moi, on apprend le management dans la douleur, on me l'a dit et je le répète et c'est vrai. Mais par contre, quand on est capable de se dire j'ai fait une erreur ou il y a une erreur qui a été faite, j'apprends, je comprends pourquoi ça a été fait, je comprends la solution et du coup derrière je ne la refais pas. Ou en tout cas j'évite ce point. Et oui, pour moi il faut faire des erreurs pour apprendre et c'est comme ça que j'ai appris. Et aujourd'hui il y a des choses que je ne referai pas, que je ne referai jamais. Mais c'est parce que j'ai fait ça que je me suis rendu compte qu'il fallait agir différemment. Tu parles de douleur, j'imagine que tu parles de parfois l'ego qui est un peu blessé. Est-ce que c'est quelque chose aussi où c'est en parlant avec les autres que tu t'es rendu compte que finalement ce que tu prenais toi comme un problème vraiment qui venait te remettre en question toi en tant que personne, tu t'es rendu compte qu'en fait pas du tout et que c'était une erreur commune? Ou est-ce que c'est un chemin que tu as trouvé finalement toute seule en te disant ok là je fais la paix avec moi-même, ça met en lumière le fait que j'ai tel trait de personnalité. Est-ce que c'est à travers tes discussions avec d'autres entrepreneurs que tu as compris que finalement c'était commun à tous, ou est-ce que c'est un chemin que tu as mené intimement? Honnêtement, moi je suis quelqu'un de très extraverti, j'aime beaucoup être entourée de personnes et c'est pour ça qu'une des valeurs de Satsatera c'est vraiment l'esprit d'équipe et que je ne pouvais pas monter Satsatera toute seule, j'avais pas du tout envie. Et du coup je pense qu'il y a deux choses. C'est en effet, en côtoyant d'autres entrepreneurs, on se rend compte que les erreurs qu'on a pu faire, ou en tout cas les situations qu'on peut rencontrer, elles ne sont pas seulement chez vous, ça arrive à tout le monde, toutes les boîtes passent par là, et elles ont fait certaines erreurs, et du coup, pareil pour moi, et elles ont quand même appris, elles se sont développées derrière. Donc non, ça se passe partout, ça c'est important de le savoir, et du coup ça soulage aussi un petit peu de se dire, je suis pas la seule. Et deux, j'ai la chance d'être entourée par de très bons amis avec qui je peux parler de ce genre de sujet et qui me conseillent. Et je pense que quand c'est les bonnes personnes qui sont bienveillantes et qui veulent vraiment vous conseiller, ça a été mon cas, j'ai appris énormément et du coup j'ai mis ça à profit pour me dire 1, c'est pas grave, 2, ça arrive, 3, j'ai appris plein de choses, 4, je vais faire mieux. Et au tout début, quand on se lance et qu'on identifie un nouveau marché, j'imagine qu'on est un peu perdu dans la mare d'informations et on a beau avoir fait une école de commerce, finalement le mettre en pratique c'est pas toujours simple quand on découvre un marché qu'on ne maîtrise pas nécessairement toujours. Comment on gère ça? Est-ce que tu es parti un peu dans tous les sens et finalement à force ça a fini par construire quelque chose? Comment est-ce qu'on gère aussi ce sentiment à un moment donné mais en fait je vais jamais y arriver parce que je sais pas du tout par où m'y prendre et par quel bout commencer? Je pense que c'est une étape clé de l'entrepreneuriat, c'est de ne pas avoir peur de démarrer. Il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes idées, qui ont envie de se lancer et en fait qui ne le font pas parce qu'ils ne savent pas par quoi commencer. Et en fait j'ai envie de dire, il faut juste commencer.
peu importe par quoi. Moi, par exemple, dans mon cas, ça a été juste d'aller à la rencontre de potentiels consommateurs et d'artisans. Et quand même de savoir le domaine initial, hein, bien sûr, mais du coup, quand j'ai su que c'était le marché des boissons chaudes, j'ai voulu un peu le tester. Et comme je t'ai dit, j'aime beaucoup côtoyer des gens, c'est mon caractère, et du coup, je me suis dit, je vais aller juste rencontrer des gens. Donc, j'ai été dans la rue parler à des consommateurs, des potentiels consommateurs, j'ai été rencontrer des artisans de différents segments, et du coup, ils m'ont appris plein de choses. Et en fait, il ne faut pas avoir honte de dire, je sais pas, apprenez-moi, et de poser des questions tout simplement. C'est comme ça qu'on apprend, et moi, honnêtement, j'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui sur le marché des boissons chaudes, et j'estime ne pas être experte, mais j'estime bien connaître, et j'adore ce milieu du thé et du café. C'est des matières premières qui sont extraordinaires, et du coup, c'est grâce aux artisans que j'ai tout appris, honnêtement. Donc finalement, si tu devais donner un conseil à des jeunes entrepreneurs en herbe qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ne se font pas assez confiance, ce serait tout simplement d'y aller. Ouais, exactement, d'y aller. Et s'il y a besoin, par exemple, moi je reçois souvent, et des femmes entrepreneurs, c'est marrant, des personnes qui veulent se lancer, qui me contactent par LinkedIn ou différents réseaux sociaux, et qui me disent est-ce qu'on peut se prendre un café. Et j'apprécie beaucoup que ce soit des hommes ou des femmes, j'adore leur donner des conseils. Et en effet, c'est vrai que je trouve que par contre les femmes qui me contactent ont des questions très différentes que les hommes. Les hommes, ils ont déjà l'idée de se lancer, ils veulent juste avoir des conseils. Par contre, une femme, elle a l'idée de se lancer, mais elle a besoin qu'on lui dise ça va aller, vas-y, en fait, tout simplement. Alors qu'elles ont les capacités tout autant, voire parfois plus. Hein. J'ai eu des profils qui étaient absolument extraordinaires, et juste, peut-être comme elles venaient pas d'un milieu entrepreneurial, qu'elles n'étaient pas accompagnées, et juste parce qu'on a moins d'exemples féminins entrepreneurs, n'osaient pas se lancer. Alors que oui, il faut juste y aller par un bout, par un autre, il faut y aller. De toute façon, quand on démarre, tout le reste va continuer parce qu'on va aboutir à plein de choses derrière, on va découvrir plein de choses, et donc les choses vont s'interconnecter à un moment ou à un autre. Et puis on peut espérer aussi, comme tu dis, peut-être que les femmes ont besoin d'être rassurées parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'exemples. Peut-être que si de plus en plus de femmes comme toi se lancer, ce sera aussi beaucoup plus facile de se lancer derrière en se disant que c'est faisable. C'est sûr, il y en a déjà de plus en plus, et je pense que moi j'ai pris exemple sur elles, et du coup, si un jour je peux donner l'exemple, c'est avec plaisir aussi. C'est quoi les prochaines étapes pour Sensatera ? Les prochaines étapes, alors il est juste confidentiel malheureusement, j'imagine, mais les prochaines étapes, c'est continuer à développer nos 3 marchés. Donc on s'est lancé en France, en Allemagne et en Italie directement pour ne pas être franco-français, pour être européen. Donc toutes mes équipes sont un tiers. Et du coup, c'est continuer à développer ces marchés, pourquoi pas en ouvrir d'autres en Union européenne. Et voilà, c'est surtout ça. Écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Avec grand plaisir, merci à toi d'être venu dans nos beaux locaux.